meilleures ventes, c'était celles avec le moins de techniques de closing comme telles. Tu sais, les fameuses techniques de closing, genre. Puis les meilleurs vendeurs n'étaient pas meilleurs à gérer nécessairement les objections. Il y avait juste moins d'objections dans leur appel. Bienvenue au podcast Game Changer par Expertise 360. OK. Aujourd'hui avec Stéphane Aubé encore une fois pour un podcast business. Game Changer, comment ça va? Ça va bien toi, Alex? Ben écoute, on est en feu. On est en feu, ça va être fun, ça. Ouais, c'est incroyable. Il fait chaud dehors, on est bien. C'est parfait. Merci à tout le monde d'être là pour un autre épisode de podcast Game Changer par Expertise 360. Avant qu'on commence dans le vif du sujet, va t'abonner, abonne-toi à nos chaînes si tu nous écoutes sur YouTube, abonne-toi à la chaîne, active les notifications. Spotify, même chose, va t'abonner à notre chaîne. Puis laisse-nous un commentaire en dessous du vidéo, savoir comment tu as trouvé ça suite à l'intervention qu'on va faire aujourd'hui. Des fois, des difficultés que tu peux avoir en tant que coach sur les appels de vente puis les rencontres de clients qu'on va parler aujourd'hui. Nous, on aime toujours ça, vous lire, puis d'avoir un peu ce qui se passe là, sur le terrain. Puis on peut peut-être vous aider. Donc, mettez vos commentaires en dessous du vidéo, puis on est toujours heureux de lire vos suggestions. Aujourd'hui, Steph, j'aimerais ça on a fait dans les derniers épisodes l'offre de service. Après ça, dans notre dernier, on a parlé du pricing. Là, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle de l'appel comme tel. L'appel de vente pour un suivi online ou la rencontre d'un prospect client pour les coachs qui sont en personne. Donc, l'importance de bien structurer ces appels-là et ces rencontres-là pour ne pas avoir de l'air d'un vendeur de char qui veut vendre la dernière, le classique, là, la dernière fonctionnalité d'un auto ou la dernière technologie que les gens n'ont pas de besoin parce qu'on vend de la santé puis on propose nos services. Donc, qui est, à mon avis, une des raisons du gros malaise que beaucoup de coachs ont par rapport à la vente puis à l'argent. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on consacre un épisode complet juste à comment structurer ces appels-là. Puis ça commence avant le dit appel ou la dite rencontre. Hein? Donc, pour qualifier les bons clients. Oui. Oui, absolument. Puis ce que tu dis là, c'est un constat, malheureusement, que je vois. Plus on regarde comment les coachs font leur build-up pour amener à l'appel, finalement. Puis, la grande réalité, puis dans n'importe quel business, c'est comme ça dans n'importe quel business, n'importe quelle industrie, la vente se gagne avant l'appel. Elle se gagne avant le rendez-vous, le meet-up avec la personne. Puis c'est comme ça dans n'importe quelle industrie. Là. Je veux dire, je vais te donner des exemples vraiment simples. Là. Mais tu sais, mettons que tu t'en vas magasiner des électroménagers. Puis tu décides d'aller chez Tanguay. On s'entend-tu que tu es rentré chez Tanguay puisque Tanguay a déjà fait la job de vendre l'icône, dans le sens qu'il y a déjà une grosse partie de ce qui est fait là. Je te dis pas que Tanguay c'est la meilleure place, je sais même pas de... c'est comme, il y a 10 000 autres places, mais si tu es rendu là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait que tu sais qu'il faut que tu ailles là pour avoir des électroménagers, tu sais que c'est la bonne place pour ça. Whatever, le magasin que tu as décidé d'aller. Dans le coaching, c'est un petit peu plus complexe parce que là, on parle de service, puis on parle de quelque chose qui touche pas juste l'achat d'un bien simple qui est comparatif. Mais il reste quand même que ton service est comparable à d'autres. Donc, l'idée, c'est qu'il faut que tu vendes. Faut que ta vente, là, elle se gagne avant l'appel en ayant un système qui va amener à l'appel. Donc, la première affaire, c'est que ça se fait dans les DM. Les DM, ça ne sert pas juste à dire t'es-tu intéressé ou pas. Les DM, ça sert à comprendre la personne qui est là. Le lead, le potentiel client qui est là, ça sert à le comprendre. Ça sert à le qualifier ou le disqualifier. Tu sais, parce que le processus de disqualification est super important si tu veux justement pas te ramasser des heures et des heures à faire des appels de gens qui finalement qui ne fitent pas pantoute avec ce que tu fais ou qui vont justement juste te faire perdre ton temps. T'sais. Ça t'es-tu déjà arrivé? Disqualifier des DM comme ça? Tous les jours. À tous les jours. À tous les jours. Puis je le sais qu'il y a beaucoup de coachs qui vont se dire
Ouais, mais tu sais, dans le fond, je perds des possibilités de vente. Tu as deux choses qu'il faut que tu réfléchisses. D'un, dans la plupart des cas, tu ne perds pas une possibilité de vente, tu perds une possibilité de perte de temps. Donc, ce qui est important, c'est que si ton processus de questions est bon, la personne va passer au travers. Puis si la personne est vraiment intéressée, elle est vraiment sérieuse dans son processus, elle va trouver intéressant que tu poses des questions. Genre, moi, si je magasine quelque chose, puis qu'on me pose des questions sur ce que je recherche vraiment, parce qu'on veut trouver la bonne approche, ben je vais être content. Je me dis, OK, il prend son temps pour vraiment comprendre ce que je veux. Au lieu de m'offrir tout de suite quelque chose, hey, je cherche une voiture. Oui, j'ai la meilleure voiture pour vous. Voici cette voiture qui a 4 roues, 4 portes. OK, cool. Fait que la disqualification est vraiment importante parce qu'à tous les jours, je vais avoir des DM où je pose des questions. Je me rends compte que, bon, ben j'ai quelqu'un ici que, ben lui, ce qu'il cherche, c'est un quick fix. C'est de quoi de rapide. 30 jours, il veut un défi, un challenge. Ben, tu vois, moi, c'est pas mon approche, fait que j'ai pas ça. Tu vois, j'ai quelqu'un qui cherche du présentiel absolument. Lui, il va avoir quelqu'un à côté de lui. Moi, je fais juste du en ligne. Donc, à ce moment-là, tu sais, tu comprends? C'est, OK, toi, t'offres les deux. Ouais, je peux offrir cette option-là, j'ai ça aussi. Tu sais, ça permet de comprendre ce que la personne cherche, connaît ou a déjà essayé. Puis toi, de voir, OK, je me place où par rapport à ça? C'est-tu un bon fit avec moi? Puis de continuer la discussion. Vraiment. Puis, tu sais, c'est tellement une belle façon de collecte d'informations. Puis, pour éventuellement te donner de la viande pour le dit appel, au final. Ouais, parce que, tu sais, tu vas déjà, en DM, tu devrais déjà savoir comment tu vas enligner le fameux appel. Pour pas arriver sur l'appel puis dire, bon, ben, on fait quoi? On parle de quoi aujourd'hui? Puis l'espèce de malaise que, bon, ouais. je sais pas trop pourquoi je suis là. Tu sais, donc, Ouais. en fait, c'est que la discussion, l'appel est déjà commencé. Il a commencé en DM, puis il fait juste se poursuivre avec, si on est en appel comme ça, avec un contact visuel ou en personne. Puis là, à mon avis, c'est quasiment juste la touche finale rendue là, de dire est-ce que nos personnalités fit? Est-ce que ça peut bien marcher? Parce qu'au niveau des informations, d'un côté et de l'autre, les attentes sont similaires. Parce qu'il y a une question d'attente aussi. Tu sais, que tu disais tantôt, quelqu'un qui recherche, mettons, juste un quick fix de 30 jours, cette personne-là, tu l'amènes en appel, puis tu arrives, bon, ben moi, je te propose un encadrement annuel, bang, 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 bang. Pas en tout. Toi, ton attente est là. Tu sais, ton attente est là, puis lui, son attente est là. Vous vous rejoindrez jamais. Là. Donc, c'est pour ça que c'est super important, d'où les DM, mais aussi le pre-call form. Très, très, très bon point. C'était là-dessus que je m'en allais. En fait, tu m'as juste devancé, mais le pre-call form est super important. Tout cassé! Mais non, mais tu as totalement raison, Alex. Honnêtement, tu sais, l'appel, c'est comme, moi je dirais c'est le niveau 2 de l'appel, en fait, le pre-call form. Le niveau 1, c'est le DM. Le niveau 2, c'est le pre-call form. Tellement important parce que tu poses, oui, des questions pour avoir plus d'informations, d'un, pour te placer dans le bon contexte durant l'appel. Tu connais déjà un peu une partie des besoins de la personne, tu prépares ta manière, ton approche et tout ça, mais il y a un effet psychologique réel au pre-call form. Parce que remplir un formulaire, c'est un micro-engagement. Parce que, tu sais, honnêtement, je ne passerai pas 10-15 minutes à remplir un formulaire si j'ai aucune intention d'aller de l'avant. Je m'en vais pas perdre mon temps, tu comprends? Fait que si je remplis un formulaire, puis que je vois que le formulaire me pose des questions qui me demandent une certaine réflexion, ben si je l'ai faite puis que je te l'ai envoyé, c'est que je suis sérieux dans ma démarche. Donc, déjà en partant, tu sais que tu as quelqu'un qui a fait un micro-engagement. Puis la vente, c'est ça. Hein, c'est des micro-engagements tranquillement. Donc, il t'a parlé en DM. Cool, vous avez une discussion, tu as un micro-engagement. Il a répondu au formulaire. Deuxième micro-engagement. On est rendu à ce qu'on a un rendez-vous où il y a quelqu'un qui va prendre de son temps. All right. Tu sais, ça se présente bien. Là. Donc, tu es déjà bien placé pour l'appel, qui finalement, l'appel, c'est le niveau 3. C'est la deuxième couche de peinture au final. Là. Mm-hmm. Ben, en fait, oui, c'est ça. Fait que, ton build-up est déjà fait, donc tu t'en vas dans la bonne direction du oui. Donc, oui. que la personne va accepter les services. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien le faire. Puis surtout qualifier, comme tu disais tantôt, pour être certain que personne ne perde son temps. Autant le client que toi, parce que même le client, il n'y a pas juste ça à faire de sa journée non plus. Donc, il risque d'être déçu d'arriver à un appel, puis finalement, ça ne correspond pas en tout à ses attentes. Et aussi dans le pre-call form, dans le formulaire pré-appel, c'est bon de pouvoir glisser un petit aspect monétaire pour placer le terrain exact. Aussi, tu sais. Ça revient à gérer les attentes, comme tu disais. Exactement, tu sais. Fait que comme ça, on met une braquette de prix plus basse. Puis tu sais, quand on fait le pre-call form, normalement, on suggère 3 ou 4 choix de réponse. Là, entre combien et combien tu es prêt à investir mensuellement pour des services de coaching. Donc,
Et les deux réponses du milieu doivent vraiment te satisfaire parce que c'est la majorité des gens vont répondre les deux choix du milieu. Le plus faible, normalement, les gens ils sélectionnent pas ça pour pas avoir de l'air cheap. Puis le plus haut, ben, tant mieux si la personne coche ça, mais c'est très rare que les personnes cochent ça sans nécessairement t'avoir parlé. Donc, il faut que tu sois très confortable avec, puis qu'il ne soit pas trop loin de ton prix réel. Les deux du milieu, là. C'est le choix numéro 2 et le choix numéro 3, parce que sinon, ton point d'ancrage est trop loin. Autant plus bas ou plus haut. Fait que si ton point d'ancrage est là, le choc, il va être, en fait, plus bas, parce que plus haut, le monde va juste faire « Yeah, c'est moins cher que je pensais. » Mais s'il est plus bas, puis exemple, le double, ça se peut que le fameux choc du « I », je ne m'attendais pas à ça. On en a parlé dans un autre épisode. On veut rechercher le « I », c'est cher, mais il ne faut pas qu'il soit trop loin, parce que sinon, c'est inatteignable. Là, il ne faut pas changer d'univers complètement. Moi, je pense que, moi, de la manière que je le fais dans mes propres formulaires, c'est toujours donner ce que j'ai de moins cher que je propose comme plancher versus un petit peu plus que qu'est-ce que j'ai de plus cher. Donc, ça montre que, finalement, tu as toujours la partie « Ah, Chris, il me montrait de quoi à 6 000 $, puis finalement, il n'y a rien de plus que 4 000 ». Tu comprends? Ça vient, OK, c'est pas si haut que ça, finalement, mais j'ai quand même le prix plancher si je vois que quelqu'un, vraiment, n'a pas les moyens. Cette méthode-là, 75-80% du monde vont toujours cocher le plus bas, ce qui est normal, tu sais. Parce que tu n'es pas au courant encore de la réalité de ce qu'on va t'offrir. Mais au moins, ça montre que, OK, la personne est déjà prête à engager ça. Fait que souvent, c'est après ça, ben, juste de bêter un peu plus haut, c'est pas si pire, tu sais. Non, c'est ça, exactement. C'est que t'es pas. En fait, c'est que la différence de prix, puis c'est de focuser sur la différence en passant, là, dans le sens que dans le formulaire, exemple, tu me dis que tu étais prêt à investir 200 $ par mois. Là, on est à 300 dans ce que je te propose. Pour 100 $ de plus, voici ce que, tu sais, c'est quoi pour toi la différence à prix égal lequel que tu choisirais, puis tu sais, qu'est-ce qui ferait que tu irais vers, ben là, à cause de X, Y, Z, ben voici, tu sais, les arguments, le client le dit lui-même, c'est les arguments pourquoi il irait vers le plus haut au final. Fait que tu sais, c'est de focuser sur la différence pour s'assurer que ça aille bien, puis que la personne elle accepte au niveau du prix le plus haut. Oui, absolument. Absolument, puis je pense que dans tout ce qu'on discute actuellement, dans la préparation de l'appel, c'est aussi que tu viens préparer finalement, tu viens prévenir les objections. Parce que dans tout ce build-up-là, la personne commence à voir un peu ce que tu fais. Puis si tu as bien fait ton formulaire, si la conversation en DM aussi tu as fait les étapes, tu arrives à l'appel puis il te reste juste quelques pions à placer. Mais tu as une grosse partie des objections qui sont prévenues. Puis, tu sais, il y a une étude qui a été faite dans la fin des années 70 avec un certain Neil Rackham, qui est un chercheur en psychologie. Puis ça, c'est une histoire quand même intéressante parce que c'est quand même connu dans le monde de la vente, cette histoire-là. Mais il s'était fait engager par une compagnie qui faisait partie du Fortune 100, là, comme des big compagnies. Puis le VP des ventes, il avait engagé ce gars-là, puis il avait dit nos ventes, ils ont diminué de 30%, puis ils sont plus basses qu'ils devraient être. Fait que, dans le fond, toi, il faut que tu ailles sur le terrain avec les reps pour trouver c'est quoi qui cloche, c'est quoi qui marche pas. Okay? Fait que, tu sais, Rackham, lui, il embarque dans les chars avec les reps, il suit les vendeurs, il prend des notes sur tout. Puis là, ben, il trouve quelque chose, sauf que c'est pas nécessairement ce que le boss voulait entendre. Okay? Et il réalise quelque chose lorsque il écoute les vendeurs. Puis souvent, il a réalisé que les meilleures ventes, c'était celles avec le moins de techniques de closing comme telles. Tu sais, les fameuses techniques de closing, là. Puis les meilleurs vendeurs n'étaient pas meilleurs à gérer nécessairement les objections. Il y avait juste moins d'objections dans leur appel. Fait qu'il avait préparé le terrain. T'sais, toutes les techniques que la compagnie enseignait, au final, nuisaient aux vendeurs. Parce qu'ils sont pas sur le terrain, tu sais. Puis ça me fait tellement penser à... Quand j'étais plus jeune, je travaillais dans les cellulaires, justement. Je suis bifurque, là, mais ça vient de me faire allumer pendant que je compte l'histoire parce que je travaillais pour une compagnie que je nommerais pas, qui commence par T et qui finit par S, qui ont des logos d'animaux verts. Mais eux autres avaient des techniques de vente hyper strictes, puis tout le kit, que je n'appliquais justement pas. Mais je sortais toujours dans les meilleurs vendeurs. Puis c'est pas pour dire que genre je suis vraiment bon, c'est juste que j'avais un certain naturel pour ça. Mais eux autres me ramenaient toujours dans ça, puis les ventes diminuaient chaque fois que je faisais ça.
Fait que ça me fait vraiment penser à l'histoire de Neil Rackham, parce que c'est vrai, puis je me rends compte que je l'ai vécu moi aussi de ce côté-là. Puis quand il a présenté finalement son constat, parce que il a fait ça pendant 12 ans. Donc c'est 35 000 appels, c'est 10 000 vendeurs dans 23 pays sur 12 ans. C'est énormément de data pour ça. Puis il a présenté ça finalement comme compte-rendu à ses boss qui ont été littéralement insultés. Puis ils l'ont littéralement démoli. Puis bref, il s'est dit qu'il venait de scraper sa carrière, de passer 12 ans à vérifier tout ça. Mais finalement, il a décidé de publier ça. Fait que, et c'est devenu comme une espèce de livre de la vente incroyable. Puis ce qu'il en a réalisé finalement, c'est que plus la vente est grosse, plus le closing agressif fonctionne pas. OK? Les techniques de char usagé, là, ça marche pour vendre des affaires à 100$, pour vendre des balayeuses, mais pour du coaching à 3000$, ça travaille contre toi littéralement. Fait que, je pense que la première partie, c'est de se sortir du fameux carré que les fameuses techniques de closing, puis qu'il faut coincer le client d'un coin, puis qu'il ne puisse pas s'en sortir. Non, n'importe qui. Ce monde-là vont s'en aller, puis tu ne sauras pas pourquoi. C'est la pire affaire. Puis tu sais, à garder en tête, contrairement à d'autres domaines où tu vends juste une bébelle ou un gadget, tu ne le revois plus le client souvent. Exact. Quand tu y vends, puis hey, je l'ai eu, puis je te l'ai coincé, puis la personne, même si elle part fâchée, de maudit, je me suis fait avoir. Mais la différence avec vous autres, là, c'est que vous vendez votre service. Puis le client, tu le vois peut-être à toutes les semaines pendant 1 an. Fait que s'il est fâché au début, ça se peut que la relation parte un peu spéciale, tu sais. Puis, fait que, tu sais, puis au final, de ce que je comprends de l'étude, c'est de rester le plus authentique possible, puis d'écouter, évidemment, écouter le client, puis de proposer tes services par la suite, mais tu sais, de ne pas essayer de l'amener justement dans un chemin avec des objections, puis... Oui, puis tu sais, s'il y en a qui ont déjà lu, c'est un livre super populaire, là, mais s'il y en a qui ont déjà lu le livre de Chris Voss, parce que ça revient un peu à ce que tu dis. Chris Voss, qui était un ancien agent du FBI, finalement, était négociateur pour le FBI, puis il a décidé de faire un livre qui s'appelle Never Split the Difference, qui est excellent. Donc, n'importe qui veut lire un bon livre, on a aidé Alex Hormozy dans un épisode précédent. Il a eu une grosse influence. Il nous a appelé, hein? Il nous a appelé le lendemain, je pense. Le lendemain, mais j'avais pas le temps. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est ça, exact. Mais Chris Voss, qui était, pour faire un résumé court, qui était négociateur avec des kidnappeurs, justement. Fait qu'on s'entend-tu que quand tu as des gens qui sont pris en otage, que tu as des vies, finalement, comme responsabilité, tu n'as pas le droit à l'erreur là-dessus, puis tu veux pas trop avoir de je vais y penser de la part du kidnappeur, tu sais. Fait qu'il faut que tu en viennes au fait, mais il faut que tu respectes le pace. Fait que dans le fond, lui, les techniques qu'il a développées, c'était durant des prises d'otages. Puis il s'est rendu compte que finalement, l'idée, c'était pas de créer de la pression, c'était pas de l'argumentation, c'était pas de convaincre. Son outil le plus simple, ça s'appelait le miroir. Le miroir, c'est de répéter les 2-3 derniers mots d'une personne, juste avec une petite intonation montante, genre, tu sais, une personne qui va te dire, par exemple, « j'ai vraiment pas le temps de faire ça, puis tout le kit. » Puis juste de faire comme, « T'as vraiment pas le temps. » OK, je veux juste être sûr de bien comprendre qu'est-ce qui fait que tu n'as vraiment pas le temps. Tu sais, de réutiliser les mots tels quels. J'ai vraiment pas le temps. Qu'est-ce qui fait que tu n'as vraiment pas le temps? Puis d'obtenir vraiment le pace. Le fait, c'est un outil psychologique, le fait d'utiliser les mêmes mots font en sorte que la personne se sent compris à ce moment-là. Puis lui, il mentionnait que l'objectif, c'est d'obtenir une réponse lorsque tu vas résumer ce que la personne te dit, d'obtenir un « c'est exactement ça ». Pas juste un oui, c'est exactement ça. Les mots, quelqu'un qui va te dire t'as raison, c'est quelqu'un qui cherche à... il veut juste que tu le lâches. T'essayes de le convaincre, mais quelqu'un qui va te dire ouais, c'est exactement ça. C'est en plein ça. T'as vraiment quelqu'un qui essaie de... qui se sent compris, puis c'est l'objectif en fait. L'objectif, c'est vraiment de sentir que la personne veut se sentir comprise, en fait. Ouais. Fait que, si ça peut marcher avec des kidnappeurs, j'imagine que dans un appel de vente, ça peut être pas pire. Là, ça doit fonctionner avec quelqu'un dans un bureau. Parce que ce qu'il faut considérer, c'est que, et le lien qu'il fait dans son livre, c'est que les gens dans ton bureau, ils peuvent être nerveux à l'idée de s'engager là-dedans, à l'idée d'investir énormément d'argent. Et c'est un choix. Puis, un coaching à 3000$, ça va peut-être être la plus grosse dépense de son année. Fait que ça se peut qu'il soit nerveux. Fait que ton but, c'est de littéralement, genre, briser les barrières, puis de rendre ça chill, puis
de faire comment, regarde, il y a no stress, on est là pour échanger. Je veux comprendre ta situation, puis moi, je veux que tu comprennes ce que je fais. C'est ça. Puis dans la compréhension, m'amène aussi au point d'écouter, mais écouter pour vrai. Tu sais, dans ces appels-là, trop souvent, j'ai vu des coachs poser une question à un client, une bonne question ouverte, puis là, le client, il parle, puis il dit sa réalité, puis tout ça. Mais le coach n'écoute pas du tout. Il est en train de réfléchir à sa prochaine question. Déjà. Puis, ce que ça fait, quand tu réfléchis à ta prochaine question, tes yeux regardent le client, puis t'es, ouais, oui, ben oui, non? Mais t'écoutes pas, tu t'entends, t'écoutes pas, tu sais. Puis l'affaire qui arrive, c'est que dans ces explications-là, toi, tu le sais que tu voulais t'en aller à droite avec ton pitch, puis ton script de vente, puis tout ça. Mais ça se peut que dans une de ces réponses, le client te lâche une pépite d'or qui va complètement t'amener à gauche. Puis qu'il faut qu'il t'amène à gauche, parce que si tu continues à aller là-bas, la personne, elle ne se sentira pas comprise, exactement ce que tu viens de dire, puis elle ne se sera pas sentie écoutée. Puis encore plus vrai aujourd'hui, il n'y a rien de plus important que le client se sente écouté, puis qu'il sente qu'il fait une différence, puis qu'il se sent pris par la main, puis pris en charge par un professionnel pour vrai, et non juste pour faire la vente, puis pour faire parce que le coach veut un autre client, tu sais. Fait que quand on écoute, écoutez pour vrai, puis c'est la même chose, puis je le dis depuis vraiment longtemps, là, dans les pauses, quand vous entraînez, c'est pas juste dans l'appel de vente, là. Écoutez vos clients. Ils vous parlent sans arrêt, tu sais. Puis il y a des fois que ils parlent de la pluie puis du beau temps, mais il y a des fois que si tu écoutes, là, il y a son nouvel objectif pour la prochaine année, il y a telle affaire, il y a ci, il y a ça, puis là, tu tombes dans la rétention, puis tout ça, qu'on a déjà parlé. Mais bref, tout ça pour dire que quand vous êtes assis devant un client ou dans un appel, écoutez pour vrai, prenez des notes, puis après ça, ben, t'adaptes ton discours, tu sais. C'est pas de rester à un script vraiment fixe, puis de dire, OK, après ça, c'est ça ma deuxième question, puis d'être hyper robotisé. Non seulement c'est tellement vrai ce que tu dis là, mais ça m'amène à un point que je voulais parler aujourd'hui, mais qui est le ratio d'écoute. Parce que techniquement, tu devrais parler beaucoup moins que ton prospect en avant. Le ratio le plus winner, puis là je le prends avec des chiffres que j'ai en pleine face, là, c'est pas dans mon cerveau, là, mais le ratio, selon les études qui ont été faites de 2016 à 2025, là, c'est vrai que c'est très récent, c'est 43% de paroles et 57% d'écoute. Fait que tu devrais franchement écouter. Puis dans la plupart des ventes perdues, le ratio où le vendeur parle est de 64%. Ça veut dire que si tu parles plus que le client, c'est pas normal, tu as plus de chances de perdre ta vente. Exact. Puis, même, là, je l'ai pas par écrit, là, mais de ce que je me rappelle, de ce que j'ai lu, c'est que, il me semble qu'il disait que face à une objection, les meilleurs font une pause environ 5 fois plus longue avant de répondre, puis ils répondent par une question 50% du temps. Ça veut dire, donne-toi le temps dans la conversation de prendre le temps de répondre. Tu n'es pas obligé de paniquer lorsque tu as une objection, une question, puis de tout de suite essayer de partir sur un monologue pour couvrir la conversation. Tu as le droit de faire comme « Hey, bonne question. Ouais, bonne question. Voici ma réponse. » Tu as le droit de commencer à faire ton idée, puis après ça, de lancer ton idée. Mais l'idéal, c'est de revenir avec une question. Ouvre la discussion pour qu'on aille plus loin là-dedans. Tu veux te questionner là-dessus? Parfait, moi je vais te questionner là-dessus. C'est ça. Puis qui va respecter le ratio de, on va dire 60-40, mettons qu'on arrondit, d'écoute. Parce que si c'est juste un monologue, le 60-40 va être de l'autre côté. T'sais. Puis trop souvent, ça arrive, les coachs qui font des appels, exemple dans le mentorat, puis là, tu as posé combien de questions? Ben, j'ai posé une question au début, puis après ça, je suis allé dans mon pitch, là. Puis j'ai dit comment que ça marchait, puis tout ça. Ça, c'est excellent parce qu'on va en parler justement dans les différentes structures, dans la structure de l'appel. Parce que ça, c'est bien important. Au début de l'appel, tu dois prendre position. Puis de prendre position, ce n'est pas nécessairement placer le client d'un coin pour le faire voir comme pas important dans l'appel, mais vraiment juste de dire voici comment se passe l'appel. Fait que si tu prends position dès le départ dans l'appel, tu deviens celui qui contrôle l'appel. Mais par contre,
Si tu laisses le client partir dans ses inquiétudes, ses paranoïas, sa peur de l'inconnu et tout ça, ça se peut très bien que tu passes 60 minutes à écouter un client, puis en effet, ton ratio est pas mal défait, tu n'auras pas placé un mot, puis finalement, à la fin de ça, la personne s'est juste vidé son sac. Là, c'est ça, exactement. Fait que tu sais, dans la structure d'appel, appelons-le vendre sans vendre, là, dans le sens que j'aime pas ça utiliser le mot appel de vente parce qu'au final, c'est juste une présentation, c'est une discussion honnête entre deux personnes, puis on apprend à se connaître. Tu présentes souvent à nos clients dans le mentorship 6 temps ou 6 étapes dans cet appel-là. Tu peux-tu en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Yes, parce que je pense que c'est les gens qui respectent vraiment ces 6 temps-là vont voir une différence immédiate dans leurs résultats. La première chose qu'il faut faire, c'est de respecter le mindset avant même de rentrer sur l'appel. Okay? Il y a un mindset que ça prend quand tu veux... on va dire quand tu veux vendre, là, mais tu sais, quand tu veux rentrer sur un appel, justement, ça te prend un mindset. Puis la première chose, c'est de te placer dans la posture du médecin. Un médecin essaie pas de convaincre un patient de son diagnostic et de ce qu'il faut faire. Un médecin va juste te dire, voici ce que tu as, basé sur les symptômes, et voici ce que je te propose. C'est ça la solution. Après ça, il y a une discussion par rapport à ça, il y a des inquiétudes, mais il n'y a pas de « j'essaye de te convaincre que c'est la bonne chose ». S'il faut que je te convainque, c'est parce que techniquement, j'ai pas fait ma job comme il faut en amont. Techniquement, tu n'as pas d'affaires sur mon appel s'il faut que je te convainque. Donc, l'idée, c'est de comprendre ce que la personne a besoin, mais de te placer dans le mindset du médecin. Moi, je suis là pour te prescrire quelque chose parce que tu as une problématique et je connais peut-être la solution. On va en discuter. Donc, en premier, c'est le mindset. Ça, c'est la première des choses. Les 6 temps. Le premier temps, c'est l'ouverture. Okay? Donc, le but, c'est de faire comprendre à la personne que, comme tu mentionnais, c'est une évaluation mutuelle. Donc, le but, c'est de dire, je suis là pour évaluer si toi, tu cadres dans ce que je fais. Donc, pour savoir si je peux t'aider. Mais toi, tu es là pour m'évaluer, voir si la solution que je t'offre est la bonne pour toi. Donc, c'est une évaluation mutuelle entre toi et moi. Donc, je ne te fais pas un pitch de vente. Je ne suis pas là pour essayer de absolument peser sur le bobo pour faire quoi que ce soit. Même si, oui, on va utiliser les pain points, mais les pain points servent uniquement à faire ressortir les vraies raisons. OK? Fait que l'idée, c'est de demander la permission. Donc, je dis ça vite de même, là. Avant qu'on commence, Alex, je te dis comment je travaille. Je vais te poser quelques questions. Certaines vont être peut-être un peu plus profondes ou vont peut-être piquer un peu, mais le but, c'est de voir si je peux vraiment t'aider. Puis si oui, je vais te montrer exactement comment que je fonctionne dans mon coaching. Puis sinon, je vais te le dire aussi. Fait que le but, c'est que j'essaie de te pointer dans la bonne direction. Est-ce que ça te va? Là, tu demandes la permission. La personne va te dire oui, elle est déjà engagée. Puis tu viens de cadrer l'appel. Tu viens de prendre position dans « je vais te poser des questions ». Puis moi, ce que je fais souvent, c'est que ça te va, good. La personne dit oui, pas de problème. En passant, si tu as des questions, tu peux me les donner, tu peux me les dire, il n'y a pas de problème, pas besoin de lever la main, là, c'est très conversationnel. Fait que là, tu fais comme ok, good, je peux poser des questions aussi. Fait que ça, c'est le temps 1, tu viens d'ouvrir la patente, puis tout le kit. Après ça, c'est le diagnostic. Le diagnostic, c'est le temps 2, c'est là que tu devrais littéralement passer 50% de l'appel. C'est là que ça se passe, c'est là que la grosse job va se faire. Il y en a qui vont dire la job de vente va se faire là, mais c'est là qu'autrement dit, le prospect va se sentir entendu. Fait il y en a qui disent, ouais, mais c'est là que la vente se fait. Oui, mais là, tu ne fais pas de vente dans le diagnostic, en fait. Donc, le prospect, ce qu'il veut, en fait, à cette étape-là, c'est d'entendre sa propre voix. Donc, fait d'écrire, dans le fond, il veut comme entendre sa propre voix, décrire le coût de l'inaction, de s'il ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer. C'est ça que tu veux lui faire réaliser. Parce que dans le domaine qu'on est, la plupart du temps, les gens soit sont à un point où ça fait longtemps qu'ils traînent ça, où ils ont rien fait, puis là, sont rendus à un point de non-retour. Puis il y en a peut-être qui sont dans du coaching plus proactif avec des athlètes ou quoi que ce soit, mais vous allez voir que la formule reste la même quand même. Fait que tu pars du formulaire, littéralement. Donc, tu as fait pré-remplir le formulaire. Tu pars de ce formulaire-là et tu utilises la situation actuelle et le problème. Donc, dans ton formulaire, tu as décrit que tu as déjà essayé 2 programmes en ligne. Raconte-moi, c'est quoi qui s'est passé là-dedans? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Puis là, comme tu as dit tantôt, écoute. Écoute, parce qu'il va te dire ce qu'il a aimé et ce qu'il n'a pas aimé, puis tu vas t'en servir pour voir si ça fit dans ce que toi tu fais. Fait que
c'est comme, tu sais, la personne va te donner du matériel, là, tu sais. Fait que la personne va te parler, elle va te nommer ses affaires. Fait que, une fois que tu as écouté, tu peux résumer. C'est important de résumer. Je sais pas moi. OK, fait que ça fait 3 ans que c'est le même. Si rien change, OK, la même job, la même horaire, la même fatigue que tu as, ça ressemble à quoi dans 2 ans, ta situation? Fait que là, tu fais projeter la personne plus loin dans son problème. Fait que là, elle va te décrire que si elle reste là, c'est quoi le coût concrètement? Pas juste physiquement, mais le coût, je sais pas moi, dans ton couple, dans ta famille, le couple, ta performance au travail, ta santé. Je sais pas, moi, il t'a dit, tu m'as dit que ton père avait eu des problèmes de cœur à 57 ans, toi, t'en as 47, mettons. Comment tu te sens par rapport à ça? Écoute ce qu'il va te dire. Pose des questions qui permettent, pas juste combien de livres tu veux perdre. Ah, ok, good. Est-ce que ce que t'aimes, c'est quoi les exercices que t'aimes pas faire? C'est les technicités que tu poses une fois que le client est engagé, si on s'en fout, là. Ce que tu veux, c'est aller dans le deep, dans le malaisant, pour comprendre c'est quoi au profond de la personne, c'est quoi qu'elle cherche. Parce qu'il y a quelqu'un qui te dit, je veux perdre du poids, alright, c'est fade c'est fade et non concret. Tu comprends? Tu es d'accord avec ça? Fait que l'idée, c'est comme tu veux perdre du poids, pourquoi? Ah, il peut avoir 10 000 raisons. Parce que je sens que ma santé est en péril, puis mon médecin me dit que si je ne changeais pas quoi que ce soit dans 5 ans, ça allait mal virer. Parce que je me sens vraiment mal l'été quand j'arrive sur le bord de la beach. Moi, je suis pas capable de me mettre en bikini ou en costume de bain, whatever. Je garde mon shirt parce que je suis trop mal à l'aise. Parce que quand j'arrive à des soirées, je sais pas, moi, je trouve pas de linge à me mettre, ça me rend mal à l'aise. Whatever, c'est quoi la raison? Mais il y a une raison profonde, il y a un malaise profond qui fait que, finalement, perdre du poids, c'est juste le moyen de régler ça, tu sais. Fait que ça, c'est cet échange-là, c'est des courtes questions, une écoute de peut-être 30, 45, 2 minutes, peut-être, tout dépendant de la profondeur, mais l'idée, c'est que tu reflètes chaque réponse que la personne te donne. Elle est super importante. C'est comme, ça, c'est vraiment la partie très, très importante. Puis une fois que tu as bien fait ça, là, tu peux passer au temps 3, qui est le résumé miroir. J'en ai parlé un peu tantôt avec Chris Voss et tout ça. Mais ça, c'est le pivot, finalement, qui va t'amener vers la suite. Donc, tu résumes sa situation dans ses mots juste à temps d'obtenir un « ouais, c'est en plein ça »,« oui, c'est exactement ça »,« oui, c'est comme… » La personne te confirme avec conviction que tu t'as compris, tu sais. Fait que laisse-moi checker si j'ai bien compris, Alex, mais t'aimes t'entraîner, mais t'es plus capable d'être constant parce que ton horaire, elle scrape à toutes les 2 semaines, c'est changeant. Fait que t'as essayé des programmes, sauf que ça marche un mois puis ça meurt après. Bon, blablabla. Ouais. Fait que tu résumes exactement tout ce qu'on vient de nommer, tu sais. Fait que la personne, c'est vraiment d'obtenir avec conviction, elle sent que tu comprends ce qu'elle t'a dit. Fait que si t'as ça, là, tu peux passer au temps 4. Si t'as pas ouais, c'est en plein ça, t'as compris ce que je voulais te dire, passe pas, continue à réitérer ce qu'elle a dit juste à temps qu'elle fasse ouais, t'as catché vraiment ce que je veux. Mm-hmm. Après ça, t'as le temps 4 qui est on pourrait dire le pré-oui. Puis c'est l'étape que 95% des coachs vont sauter. Puis c'est l'étape qui est la plus payante. C'est là que tu vas mériter de donner ta prescription ou comment je pourrais dire, ton plan, ton offre de service. Puis, c'est ça. Il faut que tu fasses valider ton approche. OK? Donc, l'idée, c'est que ça sépare un peu le est-ce bon pour moi de est-ce que je peux me le payer. C'est là que c'est important. Fait que tu présentes ton approche, OK? Et puis, tu sais, ton approche, là, tu la présentes pas pendant 10 minutes, là. Tu présentes ton approche en fonction de ce que le client te dit. C'est pour ça que ce que tu as dit tantôt, c'est fucking important quand tu dis « faut écouter ». Parce que tu vas présenter ton approche sur ce que la personne te dit. Exactement. Parce que c'est ça, tu sais, basé sur ce que je viens de te montrer, là, tu vas pouvoir continuer. Donc là, tu sais, tu présentes ton produit, puis tu parles pas des features, tu parles de, oui, tu peux dire, mettons, OK, on travaille en ligne ou on travaille en personne, tu as tant de séances, tu peux présenter des features, mais il faut que ça soit rapide. Okay? Ça n'a pas besoin d'être long, tu donnes ça rapidement, puis après ça, tu poses la grande question, basée sur ce que je viens de te montrer, est-ce que tu crois que c'est la bonne approche pour toi? Est-ce que tu vois comment ça règle ton problème, mettons, le problème de constance que tu m'as parlé? Puis c'est ça. Puis tu sais, pour faire du pouce un peu sur cette étape-là, il faut que quand tu présentes ton plan, ça soit concret, ça soit temporel idéalement pour le client, parce qu'à garder en tête, la majorité des clients ne se sont jamais nécessairement fait coacher, donc ils ne savent pas trop comment ça marche.
être avec un coach. Puis après l'étape avant le pré, oui, dans le sens quand tu présentes ton plan, je pense, comme tu as dit, c'est de toujours dire, basé sur ce qu'on vient de discuter, voici ce que je vois pour toi, puis dis-moi si j'ai bien compris. Puis voici ce que j'ai en tête, bang, 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 bang. Le premier mois, ça va être ça, deuxième mois, d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, d'ici 1 an. Est-ce que ce plan-là fait du sens pour toi? Est-ce que tu penses que après la fin de ce plan-là, d'ici 1 an, ou peu importe comment la discussion a été, on va avoir atteint nos objectifs? T'sais? Est-ce que ça ressemble un petit peu à ça, ton approche, Steph? C'est vraiment juste de mettre... Tu montres le cadre dans lequel il va travailler, tu montres les résultats basés sur ce que lui veut. Donc, pas les résultats de toi. Tu vas être en fucking shape, gros six-pack, dude, ça va être l'enfer. Alors qu'il te dit, moi, je veux juste comme être en santé. Vous ne parlez pas le même discours, là, tu sais. Fait que, utilise le discours de la personne, mais ce que tu dis, c'est en plein ça. Fait que tu as le cadre, tu as comment ça va se passer, puis ce que tu vas avoir comme résultat. Puis après ça, basé sur ce que je te montre de comment on va le faire, est-ce que tu penses que c'est la bonne approche pour toi? All right. Si la personne te dit oui, là, tu as une étape super importante qui est de le laisser se vendre. Mettons, oui, je pense que c'est vraiment la bonne approche. Parfait. Dans ce que je t'ai montré, c'est quoi la partie qui te parle le plus? Qu'est-ce qui te fait dire, ah ouais, c'est ça qui me manquait? Tu comprends? Fait que là, c'est comme, tu viens de... il se vend tout seul. Ah ben oui, mais telle affaire que tu as montré, ça c'est malade. Moi, c'est ça qui me manque. Puis je pense que ça va vraiment me permettre de me donner de la constance. T'sais. Puis prends des notes, là. Qu'est-ce qu'il te dire, là? C'est comme, OK, là, il est en train de se vendre. Puis s'il dit non, parce que ça peut arriver, ouais, non, je pense pas que c'est la bonne approche pour moi. Tu fais comme, hey, OK, cool, merci d'être franc. Parce que c'est exactement pour ça qu'on fait cet appel-là. Mais dis-moi donc, tant qu'à faire, selon toi, ça ressemblerait à quoi la bonne approche pour toi? Donc là, il met la balle dans son camp parce qu'il dit non, c'est pas la bonne approche, mais tu sais quoi la bonne approche de bord? Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu veux? Fait que là, il va te le dire, tu as le choix de j'ai ça dans mon back pocket ou j'ai ça comme service que je peux offrir aussi. Je ne l'ai juste pas présenté parce que selon ce que tu m'expliquais, je voyais pas ça comme ça. Mais si tu penses que c'est ça que ça te prend, je l'ai. Puis si tu ne l'as pas, ben, tu viens juste comme de t'éviter un client qui va être finalement un fardeau. Puis by the way, on n'a pas parlé de prix encore. Là. C'est ça qui est la beauté, parce que là, tu peux réajuster, c'est comme à la dernière minute, le tir. Fait que c'est même pas... Parce que si tu fais pas ça, exactement ce que tu viens de dire, que la personne, t'écoutes pas en fait, tu te demandes pas est-ce que ça fait du sens, puis tu le sais pas, ben le non, il était déjà là. Fait que c'est pas le prix ton problème, c'est ton plan. Fait que t'as eu... Si tu y as pas demandé, tu peux pas le savoir. Fait que là, toi, tu vas dire, ah, c'est ça, mon prix, c'est trop cher, ça marche pas, puis non. Tu vas toujours penser que c'est ça. C'est pas ton prix le problème. C'est le plan qui n'est pas adapté à la personne. Fait que c'est pour ça que c'est important de confirmer que la personne, avant de dire le moindre dollar, là, avant de parler d'argent, il faut que la personne elle adhère au plan, puis il faut que ça fasse du sens. Fait que, pour qu'à chaque étape, tu vois c'est où que ça peut peut-être casser ou que ça peut ne pas fonctionner pour que tu puisses te réajuster. Tu as totalement raison. Puis le but, en même temps, c'est ça, justement, prévenir les objections. C'est que tout ce qu'on est en train de parler là, les temps, ça sert à arriver à la fin. Puis la personne ne peut pas te dire non, sauf si le prix ne fit pas. T'isole, finalement. Parce qu'on a déjà discuté ensemble, je connais. Donc, il y a un rapport ensemble. Si on est rendu à 40 minutes de discussion, c'est quelque part, toi puis moi, on est capable de se parler, ça va bien, tu sais. Je t'ai présenté, je t'ai questionné, je comprends bien ta situation, j'ai pris le temps. Puis tu as été d'accord sur le résumé que j'ai fait, que je comprenais bien ta situation. Après ça, je t'ai présenté ma formule, tu m'as dit que ça convenait bien. Tu m'as même survendu un élément de mon produit que tu dis que ça convient encore mieux. Donc, on peut te dire qu'on a la bonne formule. Là, si tu es rendu là, tu peux donner ton prix. Tu mérites, ça se gagne de donner son prix. Là, tu peux le donner parce qu'il ne peut pas te dire « Ouais, mais non, dans le fond, c'est pas la bonne chose. » C'est comme, tout est là, tous les oui sont là. Il reste juste peu d'objections qu'on pourra regarder, mais là, tu es rendu à dire, bon, ben regarde, tu m'as dit que ce qui te parlait le plus, c'était telle fonction, puis tout, c'est parfait. Le programme, c'est exactement ça. L'engagement, on parle d'un engagement de 6 mois, et le prix, on est à 2800 plus les taxes. Qu'est-ce que ça dit pour toi? Puis tu dis ça calmement comme ça. Il n'y a pas de, ouais, dans le fond, là, le prix, c'est 2800, mais je pourrais te le faire à 2500.
What the C'est ça. fuck, genre? Déjà, toi, en train de backer off, genre, tu sais, Ouais. c'est comme, assume ton prix, c'est ça que ça vaut. Puis si tu as vraiment pris le temps de te rendre là, crois-moi, puis de te présenter ton affaire, ton produit, il a l'air hot. Parce que la plupart du monde ne vont pas faire ça. Fait que, tu sais, t'as l'air vraiment hot. Moi, un vendeur qui prend le temps de me questionner de même, puis j'arrive finalement, je me dis, ah, imagine, mais que je sois coaché par lui. Tu sais, ça va être malade, là, il va prendre le temps, je vais vraiment sentir que j'ai quelqu'un derrière de moi. Fait que Ouais. là, tu présentes ton prix. Puis là, Ouais. tu lui demandes, qu'est-ce qu'il en pense? Exactement. Puis tu sais, t'as tellement un bon point. Là. Des fois, tu regardes des coachs, j'en ai tellement vu, là, qu'ils présentent le prix, ils baissent les yeux, ils se cachent un peu comme ça. Puis Le la malaise. voix baisse. Tu sais, comme Ouais, le client, il le ressent. Là, tu sais, ouais. faites pas ça. C'est comme. Faut que tu le dises avec confiance parce que, en fait, il faut que tu aies la confiance que ton service vaut vraiment ça. Parce que Ouais. si tu hésites à dire ton prix, ben, c'est parce qu'en dedans de toi, tu as comme l'impression que ça vaut peut-être pas ça. Tu sais? Fait que tu sais, il faut que tu le dises avec assurance puis confiance, puis tu géreras la réponse après, et non exactement ce que tu viens de dire. Tout de suite, tu offres un rabais parce que dans la microseconde où tu as vu que le client, il a juste la paupière a juste bougé un peu quand Ouais. tu as dit le prix. Oh non, il voudra pas, c'est sûr. Tu sais. Fait que t'es comme trop réactif au Ouais, puis final. tu veux que sa paupière bouge un peu, comme on l'a mentionné Ouais, dans l'autre épisode. Tu veux parce que le client qui prend son temps puis qui parle pas puis qui considère ce moment-là, il est en train d'évaluer. Tu sais. Puis le fameux quart, là, faut pas que tu parles, sinon quelqu'un, ça veut dire que tu as perdu ou tu gagnes. Ça n'a pas rapport. Mais je comprends ce que c'est quand même la notion de ça. Ça veut dire, va pas déranger ce moment-là. Dans le sens que laisse le client réfléchir. Va pas essayer tout de suite de justifier ton prix ou de le baisser juste parce que tu sens qu'il est. Tu sais, honnêtement, je m'en vais acheter un char, puis le vendeur me donne mon prix avec tout ce que j'ai décidé de prendre sur le char. Je vais quand même prendre un peu. Hey, laisse-moi 2 secondes, faut que je pense à ça. OK. Tu sais, ouais. ça se peut que la personne soit déjà vendue, dise juste, OK, je le paye-tu, qu'est-ce que je fais, je mets-tu par Visa, j'y demande-tu si je peux le payer par mois. Tu sais, il est en train de réfléchir à qu'est-ce qui se passe. Fait que laisse ce temps-là. Puis ça durera pas 5 minutes, c'est juste ultra malaisant, c'est tout. Mais, tu sais, Ben, oui et non, dans le sens, c'est ça, faut comme accepter le silence. Puis je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de difficultés à accepter le silence dans la vie, là, en général. Mais faut comme accepter ça, puis le client, il t'a pas dit non, là. Comme tu dis, il est non. juste en train de réfléchir, puis de faire peut-être des maths ou tu sais, comment je vais le payer. Pas est-ce que je suis capable de payer, mais juste logistiquement, comment je vais le payer, tu sais. Fait qu'il est en train Ça de se peut que ça réfléchir soit à ces au-dessus choses. du budget qui s'était mis, là. Mais il Peut-être. a pas dit non. Il est juste Il a comme, pas oh, dit non. on va faire ça, t'as peu. Ouais, puis j'ai vraiment le goût. Fait que là, il est en train de faire un peu des gymnastiques. En fait, tu sais, peut-être que dans sa tête, c'est oui, mais il est en train de décider qu'est-ce qu'il va tasser pour faire de la place à ça. Ouais. Tu sais. Ouais, Fait que d'accepter totalement. le silence puis tout ça. Donc, Tu sais, il y a une affaire que, genre, parce que j'ai eu la discussion avec un jeune coach, puis je comprends le point. Tu sais, des fois, quand tu es plus jeune, puis que tu vends des services qui ont une certaine valeur, que toi-même, tu ne serais pas capable de payer, tu peux avoir un inconfort parce que tu te dis, tu n'es pas capable de te dire que quelqu'un paierait ça. Parce que toi, dans ta perception de la vie, avec ton expérience de la vie, tu te dis, hey, moi, je ne paierais jamais 3000$ pour ça, j'ai pas les moyens, tu sais. Fait que pourquoi quelqu'un paierait ça? Mais faut pas que tu vois le monde selon tout le temps ta perception de la chose. Place-toi dans la peau de quelqu'un d'autre qui est dans une situation différente. Toi, tu sais quoi faire pour régler ce problème-là, l'autre personne ne le sait pas. Puis si tu savais à quel point que les gens peuvent trouver les ressources qu'ils ont besoin quand ils sont dans la marde puis qu'ils ont besoin de régler quelque ouais, chose, voilà. exactement. Exactement. Puis, tu sais, puis on ne sait jamais à quel point c'est fondamental pour la personne qu'on a en avant de Non, soi, c'est tu ça. sais. Fait que, tu sais, C'est ça. faut pas supposer faut juste le dire, tu sais. Steph, j'aimerais ça qu'on conclue l'épisode d'aujourd'hui. Oui. Peut-être, là, je ne veux pas l'appeler des techniques de vente, mais tu sais, comment accueillir et répondre aux refus. Ouais. Dans le sens Ouais, où, ouais, parce que c'est vrai qu'il y en tu sais, a pareil des fois. il y en a pareil, puis ça va arriver. Ouais. Là. Je veux dire, Ouais. vous n'aurez pas un taux de closing de 100%. Donc, tu sais, les fameux, je vais prendre le temps d'y penser, il faut que j'en parle à ma femme, tu sais, des choses, c'est un peu trop élevé pour mon budget. Tu as l'habitude de répondre quoi à ce genre d'objection-là? Oui. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'une objection est rarement. C'est de surface. C'est rarement la vraie chose. OK? Tu as 3 familles d'objections généralement.
Puis ceux qui ont lu Hormozy, souvent, on le retrouve souvent dans ses livres, c'est un peu les sens inconscients des objections. Donc, tu as blâmé les circonstances, tu as blâmé les autres, puis tu as se blâmer soi-même. Okay? Donc, blâmer les circonstances, c'est, mettons, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, c'est pas le bon moment. Donc, ce que ça veut vraiment dire, en fait, c'est que je suis pas convaincu que ça vaut le sacrifice. Donc, temps et argent, c'est une question de priorité, pas de disponibilité, dans le fond. Fait que, sinon, tu as blâmé les autres, c'est qu'il faut que j'en parle à ma femme ou mon chum. Donc, soit c'est vrai que c'est vraiment une décision de couple légitime, c'est très possible, mais dans beaucoup de cas, c'est aussi un bouclier. J'ai peur de décider, je remets le pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Fait que, puis ça, je l'avais appris quand je faisais mes formations avec Joe Marcoux, justement, puis c'est vrai pareil que beaucoup de gens vont faire ça. Donc, je veux pas te dire non, mais c'est ça. je vais aller mettre le pouvoir entre quelqu'un d'autre. Ça va être facile de dire ma femme veut pas. Fait que c'est possible que ce soit une vraie décision de couple aussi. C'est très, très possible. Puis, je vais être honnête, la plupart vont dire c'est jamais vrai quand ils disent ça. Non. Moi, j'ai beaucoup de ventes qui sont arrivées puis que c'était vraiment une décision de couple. Mais il y a une manière de gérer ça qu'on va regarder justement. Mais tu sais, dans les 3 classiques, là, je te dirais, on a le faux j'en parle à ma femme. OK? Puis moi, ce que je vais souvent répondre dans ce moment-là, ça va être comme, hey, tu sais, totalement légitime, c'est normal, tu sais, c'est un teamwork. Si ta femme te disait, fais ce que tu penses qui est le mieux pour toi, est-ce que tu embarquerais? Tu sais, en partant. Fait que, tu sais, la décision est prise, le couple, c'est une formalité. C'est comme, toi, t'es-tu convaincu? T'es-tu convaincu, toi, déjà là? Fait que, puis souvent, ce que je vais faire, tu sais, si la personne vraiment, c'est comme, faut vraiment, j'en parle à ma femme, tu sais. Ben parfait, il n'y a pas de problème. Écoute, moi, ce que je te propose, c'est qu'on se refasse un appel. On va tout de suite prendre le temps d'en parler à ta femme. On va se faire un appel. Si possible, amène ta femme sur l'appel. Comme ça, je vais pouvoir lui présenter aussi. Parce que c'est une chose de dire que toi, tu veux ça, mais elle sera pas au courant du contexte de quoi que ce soit. C'est ça. Fait que si tu veux, on a refait un appel ensemble, puis on en parle à ta femme, puis elle sera en mesure de voir qu'est-ce que c'est quoi vraiment. T'sais, si c'est vraiment une décision, un teamwork ou quoi que ce soit, on va en jaser avec elle aussi. Elle va voir c'est quoi l'implication de ça. Ça te donne 2 occasions. De faire la vente, peut-être d'en faire 2. C'est ça, tu sais jamais. Peut-être que ça va lui donner le goût à elle aussi. La deuxième classique, c'est je vais y penser. Puis ça, on l'a souvent. Je pense qu'honnêtement, c'est celle-là que j'entends le plus. Moi, la question que j'aime bien relancer, c'est, ben écoute, bien sûr, Alex, c'est totalement normal d'y penser, c'est un bon investissement, mais juste pour être sûr que je comprenne, c'est à quoi exactement que tu veux penser. Juste pour être sûr que j'ai rien oublié sur l'appel. Fait que là, la personne n'a pas le choix de te dire quelque chose. C'est-tu l'approche, c'est-tu le moment ou c'est l'investissement? Ça va te permettre d'isoler tout de suite. Ah ben écoute, genre, c'est juste côté budget, là, je veux comme penser un peu à ça. Ah, ok, good. Fait que le budget que je t'ai donné là, à première vue, là, sans faire de mathématiques, ça te dit quoi? Fait que, tu sais, là, tout de suite, tu peux retomber. Tu quittes pas l'appel. Tu retombes dans le budget, tu démêles ce qu'il y a à démêler au maximum de ce que tu peux avant qu'il parte. Puis l'autre, ben, c'est trop cher. Ah, c'est trop cher, c'est hors budget. Je comprends. Tu as un budget à respecter, je le comprends, mais je veux juste être sûr, c'est trop cher par rapport à quoi? Parce que là, c'est qu'il faut que tu le compares. Ben, à la fois, j'ai fait un autre appel avec un autre coach, puis lui, dans le fond, c'était 2000$ de moins. T'sais. OK, donc, c'est sûr que ça tombe plus dans ton budget, mais mettons, est-ce que, comparé à moi, est-ce que tu as tout ce que je t'offrais dedans? Est-ce qu'il y a tout ce que toi, tu recherches? Ben non, il manque telle affaire, ou whatever, ouais. C'est un peu pour ça que je suis plus cher aussi, tu comprends-tu? C'est ça, puis tu sais, qui revient à ce que je disais tantôt, si tu compares 2 prix, de focuser sur, tu ramènes ça, OK, à prix égal, tu irais avec qui? Ben, j'irai avec toi. Très bon point. Ça aussi, j'y avais pas pensé, mais bonne celle-là. Ouais. J'irai avec toi. Pourquoi tu viendrais avec moi? Ben, parce que tu offres ça. Tu sais, dans le fond, c'est comme, voici tes arguments. Fait que, tu sais, donc, tu es conscient que je t'en donne plus. Ouais. Donc, c'est normal que ça soit un petit peu plus dispendieux. Fait que, des fois, c'est de ramener ça à prix égal, puis de dire, tu choisis lequel des deux. Ben, c'est sûr que c'est toi. Et la question d'après, à ne jamais oublier, parce que sinon, ça ne donne rien de poser cette question-là. Pourquoi tu irais avec moi si c'était le même prix? Parce que là, c'est le client qui dit les arguments. Exactement ce que tu viens de dire. Parce que là, tu m'offres ça de plus, ça de plus, ça de plus, ça de plus. Puis j'ai bien plus de fun avec toi. Tu sais. Exact. OK. Crème. On a une solution, je pense. Ouais, au final peut-être bien que ça vaut plus. Tu sais, en fait, au fil des questions, ce que j'aime avec l'approche, c'est que tu n'es pas en train d'essayer des techniques pour closer à n'en plus finir. Là, c'est que tu fais juste poser des questions
Et le client, dans sa tête, s'achemine tout le long qui est en train de répondre, puis il se convainc lui-même qu'il y en a besoin, puis que ça fait juste du sens au final, parce que c'est ça qu'on veut. On veut que ça fasse juste du sens, que le client vous engage. Notre objectif, c'est, comprenez-nous bien, là, c'est pas de crosser le client ou d'y vendre quelque chose qui n'a pas de besoin. On le sait qu'on peut aider les gens et que notre service est de qualité, puis que ça va changer littéralement leur vie, tu sais. Fait que, tu sais, c'est là où il faut que lui, le client, le réalise souvent par lui-même et pas qu'on y enfonce dans la gorge. Non, totalement. Puis, tu sais, moi, là où j'aime amener les coachs qu'on a lorsqu'on parle justement d'appels pour expliquer nos services et tout ça, tu sais, c'est qu'il faut que tu sois prêt à faire face au malaise nécessaire. Puis si tu es vraiment un bon coach dans la vie, ça veut dire que tu es capable de parler à tes clients. Tu es capable de, justement, comme faire face à le... Tu sais, on s'auto-bullshit tout dans la vie. Fait que quand tu as un coach, le coach est censé t'empêcher de t'auto-bullshiter, de te mettre ton propre miroir et faire comme, non, c'est de la merde ce que tu dis là. Mais quand tu es sur un appel de vente, tu es un coach. C'est littéralement ça. Tu es en train d'essayer d'aider la personne, puis si tu n'es pas capable de faire face au malaise, puis tu laisses partir un prospect avec une fausse objection, juste pour éviter le malaise d'y poser les vraies questions, ben honnêtement, c'est pas du respect, ça. C'est juste de la lâcheté déguisée, dans le fond, en politesse. Ouais, mais c'est pas poli de demander ça. Non, genre, il y a des manières de dire les choses, puis de ne pas laisser la personne dans sa propre bullshit ou abandonner à ses propres peurs, tu sais. Parce que c'est probablement ça qui l'empêche de changer depuis des années. Je pense à des calls que j'ai avec des gens qui... Ça fait des années qu'ils sont dans la même situation de merde et qui vivent le même truc. Puis moi, dans le fond, ils sont sur l'appel. Là. Moi, j'ai la chance sur l'appel-là de casser ce truc-là, tu sais. Ouais. Puis d'y faire réaliser que si tu fais rien aujourd'hui, la situation continue. Donc, tu as une chance là, tu as un step-up, tu as une solution. On a regardé ensemble, tout convient, tout est là. Tout ce que tu as à faire, c'est de commettre puis faire un pas en avant, puis le reste va se faire, tu sais. Fait que ton rôle à toi, c'est d'embarquer dans ce malaise-là, puis d'y mettre le miroir, puis quand tu vas l'avoir fait une couple de fois, puis tu vas voir que ça fonctionne. Mais non seulement que ça fonctionne, tu vas voir que les gens vont te donner un respect pour ça. Parce que quand tu es capable d'avoir une vraie conversation avec quelqu'un, tu n'obtiens pas de la chicane ou du hate, tu obtiens du respect. Quand la personne te respecte, c'est comme, si c'est pas aujourd'hui, mais que je sois prêt, ça va être toi, tu sais. Exact. Puis qui revient à l'écoute, puis à comprendre la personne. Oui, ça revient fondamentalement à ça. T'sais. La personne se sente comprise, puis elle sente que tu es authentique là-dedans, puis que tu l'écoutes, puis que tu... J'ai juste le mot anglais, mais que tu cares vraiment pour elle. Que tu veux réellement l'aider et pas juste que tu veux un autre client. T'sais. Je pense que les gens doivent réaliser que tout le processus qu'on vient de discuter, en fait, il est nécessaire pour une chose qui est très importante, c'est que je me rends compte que beaucoup de coachs, lorsqu'il y a quelqu'un qui vient s'informer de leur service en DM, ils prennent pour acquis que la personne est déjà vendue. Ah, dans le fond, il est intéressé, tu sais. Fait que là, je vais sur un appel de vente, puis ils font juste comme un monologue, et puis ils se disent, ouais, mais je comprends pas, dans le fond, il n'a pas acheté. Fait que soit c'est un lead, ils vont dire, ouais, mais dans le fond, mes leads, c'est de la merde, genre. Mes prospects, c'est tout de la merde, j'ai pas la bonne niche ou whatever. Là, ils vont chercher à changer de niche ou à tu sais, non. Ou ils vont dire, je suis trop cher, dans le fond, il faut que je baisse mes prix, Non. Comprends une chose, c'est que dans n'importe quel business, 80% du monde est tout le temps dans le milieu. Entre, je suis pas vendu d'avance, mais je suis curieux. Mais je suis pas out non plus. Je suis juste comme, ça m'intéresse, mais tu sais, je regarde. Tout le monde est, la 80% du monde est là. Tu as un 10% de monde qui ne veulent rien savoir, ça sert à rien. Puis tu as un 10% de monde qui sont déjà vendus, ça, c'est les low-hanging fruit. Quand quelqu'un me dit, ouais, moi, j'ai vraiment un bon taux de close, moi, j'ai 100% de taux de close, ouais, c'est parce que tu as juste les fruits faciles, là, tu sais. C'est ça. Mais 80% du monde ne sont pas décidés. Fait que ce qu'on vient de faire là, à repasser ce podcast-là une couple de fois, c'est le processus qui va faire en sorte que dans ce 80% de masse de gens-là, tu vas tirer le maximum de ça, tu vas les amener à la bonne place. Parce qu'ils sont sur un appel avec toi, c'est qu'ils ont de quoi qu'ils veulent, c'est sûr. Ben, il y a un minimum d'intérêt. Puis avec les étapes avant l'appel qu'on a parlé au tout début, là, c'est comme... Voilà. Faut que tu aies fait les étapes de DM, de pre-call form, de qualifier la personne.
Donc là, il y a quand même l'intérêt, il est plus qu'à 50%. Là, fait que là, après ça, c'est juste de continuer ce build-up-là pour t'assurer d'après ça avoir un nouveau client. Oui, parce que puis, on va donner une pépite gratuite, là, mais dans le sens où il y a beaucoup, de services justement de mentoring comme on fait, whatever, qui vont dire aux gens, on va augmenter votre quantité de calls. On va augmenter votre quantité d'appels, puis tout le kit. Puis ils vont diminuer les barrières d'entrée à cet appel-là. Puis je veux dire, je l'ai déjà vécu dans certains mentorats que j'ai faits qui m'ont amené à diminuer ma barrière d'entrée. Je me suis ramassé à avoir énormément d'appels dans une semaine. Pas plus de ventes, même moins. Fait que là, je diminuais la qualification, je diminuais la disqualification pour faire rentrer plein de monde sur appel dans l'espoir de vendre quelque chose. Au final, tout ce que je faisais, c'était perdre plus de temps. Donc, faites attention à ce genre de promesses-là parce que augmenter son nombre d'appels, je comprends. Ça augmente la chance d'avoir une conversation. Sauf que si tu diminues tes étapes ou si tu ne fais pas la job avant, tu vas te ramasser avec des conversations qui ne sont pas avec les bonnes personnes. C'est ça, exact. Puis tout le monde perd. Tout le monde est perdant, autant toi que le client. Fait que ça vaut juste pas la peine. Non. Merci Steph d'avoir pris le temps. Super épisode encore une fois. J'espère que ça vous a donné des bons outils. Puis comme Steph a dit, réécoutez différentes sections de ce qu'on a parlé aujourd'hui pour vous assurer de bien les maîtriser et tout ça. Fait que, puis on vous garantit que ça va grandement améliorer votre taux de réussite, que ce soit en rencontre dans un bureau ou dans un appel, de juste avoir une structure puis de savoir où vous en aller, de prendre le temps d'écouter, de poser les bonnes questions à vos clients prospects, puis redonnez-nous-en des nouvelles. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube, Spotify, puis dites-nous dans les commentaires en bas qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui, puis envoyez-nous des suggestions s'il y a différents sujets que vous aimeriez qu'on parle dans des futurs épisodes. Steph, on se dit à une prochaine fois. Absolument. All right. Bonne journée à tous. Ciao.